Ils l'ont abattu et ils ont essayé de le salir après. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste un incident. C'est une scène qui a été filmée, racontée, puis retournée contre la victime en temps réel. D'après ton contenu, Alex Peretti était à une manifestation pacifique à Minneapolis. Il voit une femme se faire brutaliser, gazer au poivre, et il intervient, et là, tout bascule. Il est aspergé, plaqué au sol, frappé, puis abattu au moins 11 fois. Ensuite, le récit officiel tente de le transformer en terroriste à cause d'une arme dissimulée, sauf que toujours selon ton texte, il avait un permis légal et il n'a jamais sorti l'arme de son holster. Et si ça peut être présenté comme une justification, alors ce n'est pas seulement son histoire, c'est un test grandeur nature sur ce qu'on peut te faire croire, même quand la caméra est là. Mais voici le détail qui change tout et qui fait paniquer même les pro-Trump. Ce qui se passe ici, c'est que l'événement est déjà en train d'être traité comme un simple fait divers, alors qu'il ressemble beaucoup plus à un point de rupture. Dans ton contenu, la première version du camp Trump est immédiate et agressive. Alex Peretti est présenté comme un domestique terroriste, un insurrectionniste, un gunman. Et en parallèle, tu as des figures du régime qui martèlent l'idée que porter une arme à une protestation serait une raison suffisante pour mourir. Mais attends. Réfléchis 2 secondes. Si quelqu'un peut exercer son premier amendement en protestant pacifiquement et son deuxième amendement avec un permis légal et que ça devient quand même une condamnation à mort, alors on ne parle plus de sécurité. On parle d'un nouveau seuil de pouvoir. Et ce n'est pas juste une théorie, parce que ton texte dit clairement que le récit s'effondre dans les détails. Il n'a jamais sorti l'arme. Son téléphone était dans sa main droite et sa main gauche vide était levée. Alors la vraie question devient explosive. Si cette histoire était aussi simple qu'ils le prétendent, pourquoi ont-ils eu besoin de salir son nom aussi vite, aussi fort et partout à la fois? Maintenant, regarde bien comment ça escalade, parce que ce qui arrive ensuite, c'est là où l'histoire bascule. Ils n'ont pas seulement tenté de contrôler l'histoire, ils ont tenté d'étouffer la preuve. Dans ton contenu, on ne parle pas d'un débat abstrait. On parle d'une scène précise, une manifestation pacifique à Minneapolis, une femme au sol, du gaz au poivre, Alex Peretti qui s'approche pour l'aider, et une escalade qui finit par des tirs. Et ce qui rend cette affaire différente, c'est que même des voix normalement alignées avec Trump commencent à dire l'impensable. Tu cites Tim Pool, Ultra MAGA, qui lâche « Appears the man may have been disarmed before being shot. I don't see Trump winning this one. » Tu cites aussi un auteur de Red State, pas exactement un repère d'opposants, qui dit que l'idée qu'il ait approché les agents avec l'intention de massacrer est nonsense et qu'il ne tire pas, ne reach pas pour l'arme et se fait pepper spray pendant qu'il aide quelqu'un. Et là, tu dois entendre ce silence énorme, parce que si même eux commencent à admettre que le récit ne tient pas, alors ce n'est plus une simple polémique. C'est un effondrement de crédibilité en direct. Mais voici la partie que personne ne veut regarder en face. Pourquoi les fédéraux auraient-ils besoin de verrouiller l'enquête si tout était justifié? Ils n'ont pas seulement tenté de contrôler l'histoire, ils ont tenté d'étouffer la preuve. Dans ton contenu, tu décris un fait très concret. Un procès a été déposé par le bureau du procureur du comté de Hennepin, là où se trouve Minneapolis, pour exiger un accès immédiat aux preuves fédérales liées à la fusillade. Et tu ajoutes un détail qui fait froid dans le dos. Selon ce récit, le DHS, ICE et la Border Patrol refusent même de laisser le FBI mener l'enquête et empêchent aussi les autorités locales, Minneapolis PD, procureur général de l'État, de participer. Stop. Respire ça une seconde. Si tout était clair, si c'était un acte de légitime défense, comme il le suggère, pourquoi bloquer l'accès aux preuves? Pourquoi verrouiller l'affaire comme une opération sensible? Et c'est là que le public commence à comprendre que ce n'est pas seulement une tragédie, c'est une mécanique, parce que ton texte dit que la même chose aurait été faite dans une autre affaire, celle de René Nicole Good, où ICE aurait aussi tué quelqu'un en cold blood. Donc, on n'est plus sur un événement isolé, on est sur un modèle. Et quand un modèle se répète, ce n'est plus une erreur, c'est une stratégie. Maintenant, watch how fast this escalates. Parce qu'au même moment, même le Congrès commence à sentir que ça leur explose à la figure. Et là, c'est le moment où tu vois la panique institutionnelle, parce que même leurs propres alliés commencent à exiger des comptes. Dans ton contenu, tu mentionnes un fait très concret.
le président républicain de la commission Homeland Security, le représentant Mark Green, a formellement demandé que les chefs de ICE, CBP et USCIS viennent témoigner en audition complète. Et il ne parle pas comme quelqu'un qui fait un tweet pour le show. Il envoie une lettre à Todd Lyons, directeur par intérim de ICE, et dit en substance « On vous a invité. Maintenant, vous devez venir formellement. » Ça, c'est énorme. Parce que quand le camp au pouvoir commence à convoquer ses propres agences, c'est que l'odeur est trop forte. Et pendant que ça se passe, tu décris un autre basculement. Au Sénat, des démocrates qui étaient considérés comme susceptibles de voter, un paquet budgétaire incluant le financement DHS change de ton. Chuck Schumer déclare que ce qui se passe au Minnesota est appalling and unacceptable, que le texte est woefully inadequate pour freiner les abus. Et il dit clairement « I will vote no ». Puis AOC réagit « People's calls and organizing worked. No action is ever too small ». Là, ce n'est plus juste une indignation, c'est un verrou budgétaire qui se met en place. Mais voici le détail qui change tout. Pendant que le Congrès parle d'enquête, la Maison-Blanche fait quelque chose de beaucoup plus dangereux. Elle fabrique un ennemi public en temps réel. Parce que pendant que certains demandent des preuves, d'autres saturent déjà l'espace avec une accusation. Dans ton contenu, tu décris une séquence qui ressemble à une opération de propagande minute par minute. Stephen Miller poste « A would-be assassin tried to murder federal law enforcement » et accuse le compte officiel démocrate de « siding with the terrorists ». Puis tu dis que ce n'est pas juste un influenceur ou un conseiller, des messages similaires viennent du compte de Trump et même du compte officiel de la Maison-Blanche. Et ils vont encore plus loin. Ils publient une photo en disant « This is the gunman's gun, loaded with 2 additional full magazines and ready to go ». Tu vois ce qu'ils font? Ils ne cherchent pas à expliquer. Ils cherchent à figer une image mentale. Gunman, assassin, terroriste. Et le public doit avaler ça avant même que les faits respirent. Mais c'est là que l'histoire se retourne, parce que ton contenu montre que même des voix pro-armes commencent à dire « Stop, vous êtes en train de criminaliser des citoyens légaux ». Tu cites un assistant procureur fédéral, Bill Essayli, qui écrit « If you approach law enforcement with a gun, they will be legally justified in shooting you ». Et là, l'élément inattendu tombe. La NRA répond que cet sentiment is dangerous and wrong et demande d'attendre à full investigation au lieu de demonizing law-abiding citizens. Quand la NRA te dit que ton message est dangereux, c'est que tu as dépassé une limite. Et voici pourquoi cette affaire est un piège parfait. Si Trump gagne le récit, il gagne le pouvoir. Mais si le récit s'effondre, il entraîne tout le reste avec lui. Et c'est là que tu vois le vrai choc. Parce que la fracture ne vient pas seulement des institutions, elle vient de la culture. Dans ton contenu, tu cites Barstool et tu le dis toi-même. Ce n'est pas un média anti-Trump classique. C'est un univers souvent aligné avec une vibe MAGA, très jeune, très viriliste, très pro-strong. Et pourtant, tu rapportes ce post de KFC Barstool qui lâche une phrase impossible à ignorer. 37-year-old ICU nurse Alex Peretti murdered by ICE in broad daylight with zero justification for deadly force. I mean zero. Et là, ils enfoncent le clou. This feels like a watershed moment in American history. Puis ils comparent à Sandy Hook en disant en gros, si même ça ne change rien, alors rien ne changera. Et ils attaquent directement l'hypocrisie. Les mêmes qui crient First and Second Amendment expliquerait maintenant que protester légalement et porter légalement une arme serait une raison enough to be murdered. Ils appellent ça a joke. Et ils finissent avec une phrase ultra-violente pour l'image du pays. « We're just a third world country now » ou « masked morons can kill you for no reason ». Quand une partie de la culture masculine pro-Trump commence à parler comme ça, ce n'est pas un tweet, c'est un signal. C'est une fissure dans la loyauté émotionnelle. Et si cette loyauté se casse, Trump ne perd pas juste une bataille médiatique. Il perd la base qui le protège quand tout le reste s'écroule. Maintenant, la question devient qu'est-ce que la famille dit quand le pouvoir essaye de voler même la mémoire du mort? Et là, c'est le moment où l'histoire devient impossible à spin parce que la famille met des images dans les mots.
Dans ton contenu, tu lis la déclaration de la famille d'Alex Peretti, publiée hier soir. Et ça commence par une phrase qui coupe net: « We are heartbroken, but also very angry ». Il rappelle qui il était. Un infirmier en soins intensifs au Minneapolis VA, quelqu'un qui « wanted to make a difference in this world ». Puis, il lâche la ligne qui change la perception. « I do not throw around the hero term lightly ». His last thought and act was to protect a woman. Et ensuite, ils détruisent la version officielle avec une scène précise. Ils disent que les lies told about our son by the administration sont reprehensible and disgusting. Et surtout, ils décrivent ce que la caméra montrerait. Alex is clearly not holding a gun when attacked. Ils ajoutent: He has his phone in his right hand and his empty left hand is raised above his head while being pepper sprayed. Ça, c'est un détail que ton cerveau retient comme une photo. Téléphone dans une main, main vide levée. Gaz au poivre. Et malgré ça, ils disent comme qu'il a été attaqué et qu'on l'a ensuite sali publiquement. C'est exactement comme ça qu'un pouvoir gagne, pas seulement en tirant, en imposant un mensonge après le tir. Mais voici le problème. Plus il pousse cette version, plus il crée un effet secondaire énorme. Et ton contenu le montre. Le monde entier commence à regarder les États-Unis comme un endroit dangereux. Parce que là, on sort de l'Amérique et on entre dans la réputation globale. Dans ton contenu, tu dis que cette affaire résonne à travers le pays et à travers le monde. Et tu ajoutes un élément qui semble presque irréel, mais qui est stratégique. Un mouvement boycott USA, boycott World Cup qui accélère. Et la logique est brutale. Tu cites l'idée que des gens à l'étranger se demandent pourquoi on irait aux États-Unis si on peut se faire tuer par Border Patrol et ICE. Qui veut aller à un match de Coupe du Monde quand tu peux mourir, te faire gazer, te faire brutaliser? Et ça arrive dans un contexte où, selon ton texte, Trump enchaîne les conflits, il menace le Canada de tarifs à 100% parce que le Canada signe un accord stratégique avec la Chine, alors qu'il avait lui-même dit que c'était une bonne idée. Il appelle même le premier ministre Governor Carney. Et tu rappelles aussi une autre séquence. Trump aurait déclaré que les alliés de l'OTAN qui ont combattu avec les États-Unis en Afghanistan n'étaient pas vraiment sur le front, les traitant de suckers and losers, provoquant un backlash international. Donc, l'affaire Peretti n'arrive pas dans le vide. Elle tombe sur un pays déjà en train de perdre du crédit et elle donne au monde une image simple. Tu peux mourir en plein jour et ensuite on t'appelle terroriste. Mais voici la partie la plus inquiétante. Parce que pendant que l'opinion mondiale bouge, tu montres qu'en interne, le régime utilise la pression comme une arme. Et là, on arrive à un niveau encore plus sombre. Parce que ton contenu décrit une logique de chantage politique. Tu rapportes qu'avant même que le meurtre ait lieu, Pam Bondi aurait envoyé une lettre aux responsables du Minnesota, le gouverneur, le procureur général, le maire de Minneapolis, avec une menace directe. Il se quitterait l'État si le Minnesota ne remet pas ses fichiers électoraux au régime Trump. Et dans ton texte, c'est décrit comme une forme de state terrorisme utilisé comme bargaining chip pour 16 élections infrastructures. Même si tu ne prends pas ça comme une certitude absolue, le signal est clair, la force fédérale devient une monnaie d'échange. Et si tu combines ça avec l'affaire Peretti, tu vois la mécanique, une violence dans la rue, puis un verrouillage de l'enquête, puis une tentative de contrôle des institutions. Et pendant que tout ça se déroule, ton contenu ajoute un autre épisode qui montre l'état d'esprit du DOJ sous Trump. Une tentative d'obtenir un mandat d'arrêt contre Don Lemon pour avoir filmé une protestation dans une église à Saint Paul. Tu dis que le DOJ a essayé de contourner un juge fédéral et que la Cour d'appel du 8e circuit a rejeté la demande. Et tu lis même une lettre d'un juge nommé par George W. Bush, furieux, expliquant qu'il n'a même pas été informé, qu'il ne peut pas accéder au dossier parce qu'il est scellé « apparently even from me ». Ça, c'est le genre de détail qui te dit « ce n'est pas une administration normale ». Et la question maintenant est simple. Si le système se comporte comme ça au grand jour, qu'est-ce qu'il fait quand il n'y a pas de caméra? Alors voilà où tout ça nous mène. Et c'est là que l'histoire te concerne directement.
Dans ton contenu, Alex Peretti est décrit comme un infirmier en soins intensifs au Minneapolis VA, un dog dad, un gars apprécié, quelqu'un qui lived to help. Il est présenté comme ayant aidé une femme pendant une manifestation pacifique, puis il est aspergé de gaz, plaqué, frappé et abattu au moins 11 fois. Après sa mort, le camp Trump diffuse un récit public le qualifiant de terroriste en mettant en avant une arme dissimulée, alors que ton texte affirme qu'il avait un permis légal et qu'il n'a jamais sorti l'arme. Des voix inattendues comme Red State, Tim Pool, Barstool et même la NRA contestent ou critiquent la narration officielle. Un procureur local intente une action pour accéder aux preuves et ton contenu affirme que des agences fédérales bloquent l'accès. Ce que ça révèle, c'est une guerre sur la réalité elle-même. Si tu peux être filmé avec le téléphone dans la main et la main vide levée et qu'on peut quand même te coller l'étiquette terroriste, alors l'étiquette devient une arme plus puissante que les faits et ça veut dire que demain, ça peut toucher n'importe qui, pas parce qu'il a fait quelque chose, mais parce que le récit a besoin d'un coupable. Si ça te semble familier, dis-le en commentaire. Et surtout, la prochaine étape est déjà en train de se former parce que maintenant, ce n'est plus seulement une question de morale ou de politique, c'est une question de ce que le pays accepte comme normal. Tu veux que je continue vers la prochaine partie?